Bonjour à tous et bienvenue. Alors, blockchain, crypto, ce sont des mots qu'on entend absolument partout, n'est-ce pas? Mais comment ça marche vraiment? Sous le capot, je veux dire. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ensemble cette architecture assez géniale qui se cache derrière tout ça. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ok, pour commencer, mettons-nous en situation. Le vol de monnaie numérique, c'est un vrai problème. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la solution pour le rendre quasiment impossible, eh bien, ce n'est pas une armée de garde du corps numérique, non, c'est une construction mathématique. Super élégante en plus. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Bon, tout part d'une question absolument fondamentale. Comment on fait pour échanger de la valeur, de l'argent par exemple, avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, sans risquer de se faire avoir? C'est ça le nœud du problème, la confiance. Pour bien saisir l'idée, imaginons une petite histoire, toute simple. Au début, étape 1, on a le troc. Disons qu'un prof de maths échange ses leçons contre des poulets. Ça marche un temps, mais très vite, il se retrouve avec un poulailler. Il passe donc à l'étape 2, il crée des bons pour un poulet. Super idée. Mais voilà le hic, étape 3, ça ne marche que localement. Dans son village, tout le monde lui fait confiance, pas de souci, mais essayez d'échanger son bon dans la ville d'à côté. Ça ne vaut rien. Et c'est là qu'on arrive à l'étape 4, il faut une entité plus grande, comme un gouvernement, qui va créer une monnaie unique, reconnue par tous, pour que les échanges puissent se faire à grande échelle. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, historiquement, pour pouvoir se faire confiance, on a toujours eu besoin d'un intermédiaire, un tiers de confiance, comme on dit. Ça peut être une banque, un gouvernement, bref, un acteur central qui dit « OK, cette transaction est valide » et qui tient les comptes pour tout le monde. Et c'est précisément là que tout bascule. L'innovation, la vraie, elle vient de cette question. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système de confiance qui n'a pas besoin de cet intermédiaire central? Un système où on peut se passer de la banque en quelque sorte? La réponse, vous vous en doutez, est oui. Et c'est ça l'idée de génie derrière la blockchain. Alors comment on fait? La première pièce du puzzle, c'est de dire stop au grand livre de compte unique que tout le monde a consulté. À la place, on va faire quelque chose de radical. On donne une copie de ce livre de compte à tout le monde. C'est ça, un registre distribué. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, le modèle centralisé, classique, un seul point de contrôle, s'il tombe, tout tombe. C'est aussi un point de censure ou de manipulation potentielle. Et de l'autre côté, le modèle distribué, des milliers, voire des millions de copies du même registre. C'est transparent et surtout, c'est hyper résilient. Des centaines de copies peuvent disparaître, ce n'est pas grave, le système, lui, continue de tourner. Il n'y a tout simplement plus de centre à attaquer. Ok, d'accord. Tout le monde a une copie du livre. Mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un de tricher, de modifier sa propre copie en douce pour s'ajouter un peu d'argent? Très bonne question. Et la réponse se trouve dans la deuxième pièce du puzzle, la façon dont ce registre est construit. C'est la fameuse chaîne de blocs. La définition peut paraître un peu technique, mais en fait, l'idée est simple et vraiment puissante. Imaginez un livre de comptes où les pages sont non seulement numérotées, mais littéralement enchaînées les unes aux autres. Chaque nouvelle page, qu'on appelle un bloc, est scellée à la précédente par un cadenas mathématique. Ce n'est plus une simple liste, c'est une chaîne chronologique et sécurisée où une fois qu'une page est écrite, on ne peut plus jamais la changer. Regardons ça d'un peu plus près. C'est très visuel. Chaque bloc contient les transactions, bien sûr, mais il contient aussi quelque chose de spécial, l'empreinte du bloc qui le précède. On appelle ça le hash. Donc le bloc 3 contient le hash du bloc 2, qui lui-même contient le hash du bloc 1, et ainsi de suite. C'est cette chaîne de référence qui est la clé. Ce lien, ce n'est pas juste un numéro de page, non, c'est une véritable empreinte digitale cryptographique. Et on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Et nous voilà arrivés à l'ingrédient secret. Le ciment qui rend toute cette structure incroyablement solide. Cet ingrédient magique, c'est la fonction de hachage. C'est vraiment le cœur du réacteur, le secret de la sécurité de la blockchain. Alors une fonction de hachage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un algorithme, un programme mathématique qui va prendre n'importe quelle donnée, ça peut être un simple mot, un livre entier ou une liste de transactions, et il va la transformer en une suite de chiffres et de lettres de taille toujours fixe. C'est le hash. L'analogie de l'empreinte digitale est parfaite. C'est une signature unique et non falsifiable pour n'importe quelle donnée numérique. Regardez bien cet exemple, c'est parlant. On a Hello World avec un H majuscule et juste en dessous avec un H minuscule. Un changement minuscule, n'est-ce pas? Eh bien, regardez les H qui en résultent. Ils n'ont absolument rien à voir. C'est ça la magie du truc. Le moindre petit changement dans les données d'origine, même un seul caractère, et l'empreinte digitale est complètement chamboulée. C'est ce qui rend la moindre tentative de modification immédiatement visible.
Pour que cette empreinte soit ultra sécurisée, elle doit respecter 3 règles d'or, en gros. Premièrement, impossible de deviner le message original juste en regardant son empreinte. C'est un aller simple. Deuxièmement, impossible de trouver un autre message qui aurait par hasard la même empreinte. Et troisièmement, il est tout aussi impossible de trouver 2 messages différents qui donneraient la même empreinte. Ces 3 propriétés ensemble rendent cette empreinte digitale infalsifiable. Bon, maintenant, c'est le grand moment. On va assembler les 3 pièces de notre puzzle. Le registre que tout le monde possède, la structure en chaîne de blocs et cette fameuse empreinte numérique, le hachage. Et on va voir pourquoi, en combinant ces 3 idées, on obtient un système qui est quasiment inviolable. La question qui tue, évidemment, c'est « Ok, mais si quelqu'un essaie quand même de tricher ?» Imaginons un pirate qui veut modifier une vieille transaction dans le passé pour se virer de l'argent. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, première étape de son plan diabolique. Notre pirate trouve un bloc loin dans le passé et il modifie une transaction à l'intérieur. Disons qu'il change le destinataire d'un virement pour mettre son propre nom. Et là, paf, conséquence immédiate. On l'a vu juste avant, ce tout petit changement, aussi infime soit-il, va complètement changer l'empreinte numérique, le hash, de ce bloc. La nouvelle empreinte est totalement différente de l'original. Et c'est là que le piège se referme. Parce que le bloc d'après, lui, il contenait l'ancienne empreinte pour faire le lien. Sauf que maintenant, elle ne correspond plus. Le lien est donc cassé. Et comme chaque bloc est lié au précédent, ce n'est pas juste un maillon qui saute, c'est toute la chaîne qui se brise à partir de ce point. C'est un effet domino et tout s'écroule. Et maintenant, le coup de grâce. Notre pirate se retrouve avec une version de l'histoire, une chaîne, qui t'invalide. Et surtout, elle ne correspond plus du tout à la version que possèdent des milliers d'autres personnes sur le réseau. Le réseau, dans son ensemble, va regarder cette chaîne cassée et va simplement dire « Non, ça ne correspond pas à la vérité majoritaire ». Et sa version est rejetée. L'attaque a complètement échoué. Cette citation de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin, résume ça à la perfection. En gros, il dit que la vraie chaîne, la version officielle de l'histoire, c'est toujours la plus longue. Pourquoi ? Parce que pour ajouter des blocs, il faut de la puissance de calcul. Donc la chaîne la plus longue est la preuve qu'elle est soutenue par la majorité des participants. C'est la force du nombre et de l'effort collectif qui cimente la vérité. Voilà, on a vu comment, en combinant un registre partagé par tous avec des liens cryptographiques ultra solides, on peut créer de la confiance sans avoir besoin d'une banque ou d'un gouvernement au milieu. C'est assez révolutionnaire. Et ça laisse avec une question vertigineuse pour la fin. Si la confiance peut être programmée, si elle peut devenir une simple question de mathématiques, alors quels autres intermédiaires de notre société on pourrait bien réinventer demain ? La piste de réflexion est immense. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.